tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes ravis avec toute l'équipe Vivo Vojo Dynamica de vous retrouver pour ce nouveau dossier de la semaine consacré à l'intelligence du ventre. Et pour aborder la thématique de cette semaine, je suis en compagnie du docteur Florence Pousset. Bonjour Florence. Bonjour Mathilde. Ravie de te retrouver sur ce nouveau thème, après l'énergie vitale que tu étais venue nous présenter, l'intelligence du ventre. Alors je le rappelle pour nos abonnés, tu es docteur en neurosciences, tu es auteure, conférencière, tu es fondatrice de l'Institut des sciences de l'éveil de l'être et tu accompagnes également les personnes en individuel et en groupe. Et voilà, donc tu fais vraiment le lien entre la partie très scientifique de ton parcours et à la fois un éveil sur le subtil, ce qui sort un petit peu de la matière et on va l'aborder également aujourd'hui au travers de ce dossier, l'intelligence du ventre. Alors je te propose de démarrer tout de suite. Est-ce que tu pourrais déjà nous parler de la physiologie du système digestif ? Alors le système digestif, c'est un organe très très important dans notre corps parce qu'il fait le lien entre l'extérieur et l'intérieur. C'est notre porte de communication avec le milieu extérieur. Donc on a la bouche d'un côté, on a l'anus de l'autre, c'est comme un tube. Et ce tube, on pourrait même l'assimiler comme dans l'univers, vous savez, au trou noir. Et puis quand on passe d'un côté ou de l'autre, il y a la lumière aux deux extrémités. Et dans ces trous noirs, c'est un champ de transformation. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre tube digestif. Donc il a un rôle très particulier parce que faisant le lien ou l'interface entre le milieu extérieur et le milieu intérieur, son rôle est de faire la différence entre le soi et le non-soi. Qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui n'est pas à moi? Et ce qui n'est pas à moi, est-ce que je peux l'intégrer pour vivre, pour faire fonctionner mes cellules, ou il risque de poser un problème et d'être dangereux pour moi. Donc ce tube digestif, il a un rôle vraiment très très important. Parce que si nous faisons rentrer des choses du non-soi qui n'est pas bénéfique pour nous, évidemment ça va engendrer la maladie. Donc cet organe est majeur pour nous. Parce que lorsque nous ingérons des aliments, les aliments, ils renferment évidemment tous les nutriments dont nous avons besoin pour faire fonctionner nos cellules, mais aussi ils renferment des bactéries, des virus, des parasites, des champignons. Et c'est là où le système digestif est important. Est-ce qu'ils sont bénéfiques et ils vont m'aider à produire des substances qui vont faire fonctionner mes cellules, ou attention, il faut que je les mette de côté. Donc il va faire la différence, comme je viens de le dire, entre le soi et le non-soi. Donc soit il va tolérer ces aliments et les micro-organismes qui sont avec, soit il va s'en défendre. Donc une des particularités de notre système digestif, ça va être de différencier et d'évaluer. Est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est pas bon pour moi? Et donc sa particularité, c'est qu'il possède, au-delà de cette fonction digestive, il a un système immunitaire qui lui est propre, localisé tout autour, en particulier des intestins. Et ce système immunitaire local, c'est lui qui va être notre première barrière de défense et qui va identifier si ces micro-organismes-là sont bons pour nous ou pas. Très important. La deuxième particularité de ce système digestif, c'est qu'il a son propre système nerveux. On s'est aperçu ces dernières années que les scientifiques ont mis en évidence autour des intestins un système nerveux riche, vous le verrez, en sérotonine et qui va avoir impacté directement notre système nerveux central. Donc vous voyez, à lui tout seul, c'est un microcosme dans notre microcosme. Il y a cette fonction digestive de reconnaissance du soi et du non-soi. Il y a ce système immunitaire local pour nous défendre des envahisseurs. Et il y a ce système d'information locale pour informer notre système nerveux, pour savoir comment il va falloir se comporter. Donc vous voyez, il a multifonction, multifacette. Alors, pour que vous vous rendiez compte de l'importance de cet organe, si je prends la peau, toutes les cellules de la peau et que je les étale sur le sol, la surface des cellules de la peau représente à peu près la surface d'un parapluie. Si je prends les poumons avec tous les plis, les replis et que je les étale par terre, la surface des cellules des poumons représente les pistes d'un bowling. Mais par contre, lorsque je prends les intestins et que je les étale par terre, la surface qu'ils représentent est l'équivalent d'un terrain de tennis. Juste pour que vous vous rendiez compte que l'importance de ce système.
Et comment est-ce possible? Vous allez me dire comment c'est possible d'avoir la surface d'un terrain de tennis dans un intestin? Ben, vous allez le découvrir, les intestins, ils forment des plis, des replis, et donc ils ont une surface d'absorption énorme. Donc on croit toujours que c'est la peau qui nous recouvre, qui est la plus importante. Elle aussi, c'est notre premier système de défense. Les poumons sont importants, mais les intestins, c'est vraiment le premier organe qui est majeur pour nous. Tu connais l'adage, que l'aliment soit ta santé. Oui. Donc, tout ce que l'on va faire entrer dans notre corps et ingérer ou boire, eh bien, ça nécessite une attention particulière. Ce sont les intestins qui ont la surface d'échange la plus importante entre le milieu extérieur, comme tu le disais, et le milieu intérieur. Oui, tout à fait. Donc, si on reprend la physiologie très simplement de ce système digestif, la digestion, elle commence déjà dans la bouche. Puisque la première chose, c'est que ces aliments, ils ont nécessité d'être désintégrés, en tout cas rendus de façon transformés en de petites unités pour qu'elles puissent ensuite être assimilables. Et l'assimilation commence déjà par la salive. Bois tes aliments, on dit, pour l'importance de la mastication. Et ensuite, donc, au niveau de la bouche, donc, il y a une première dissociation de ces aliments, et ensuite ils descendent dans le tube digestif, dans l'œsophage, et ils arrivent au niveau de l'estomac. Et le rôle de l'estomac, ça va être de les broyer de façon encore plus fine. Et ensuite, par ce qu'on appelle par péristaltisme, c'est-à-dire la mécanique de tous les muscles du système digestif, ils vont être acheminés vers l'intestin grêle. Alors cet intestin grêle localisé vraiment au niveau abdominal, il se décompose en plusieurs parties. On a d'abord ce qu'on appelle le duodénum, suivi du jéjunum, suivi de l'iléon, merci Mathilde. Ensuite, ça passe, une fois que l'intestin grêle a trié les aliments, donc il va reconnaître ce qui est bon pour moi et il va leur faire passer la barrière intestinale pour pouvoir aller nourrir nos cellules. Et ce qu'il a estimé qui n'était pas bon pour nous va être évacué vers le gros intestin, donc ce côlon ascendant, ce côlon transverse et le côlon descendant, pour être acheminé vers le côlon sigmoïde, le rectum, et éliminé hors du corps. Donc vous voyez, à partir du moment où les aliments rentrent dans la bouche, ils suivent ce conduit et ils ont une transformation pour que le corps puisse intégrer ce qui est bon pour lui et ce qui n'est pas bon pour lui. Donc il commence déjà à faire un tri de la matière, on va dire. Donc il est capital. Alors les éléments que je viens de vous donner, donc toute la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin, c'est le tube digestif. Et ensuite, on a des organes annexes qui participent grandement à cette digestion, qui sont le foie, la vésicule biliaire, le pancréas, et qui viennent aider l'estomac en particulier à transformer ces aliments pour qu'ils deviennent assimilables par notre corps. Donc, ce système digestif, il a différentes fonctions. C'est la déstructuration de nos aliments, l'ingestion, la digestion, c'est-à-dire l'absorption des nutriments qui sont bénéfiques pour nous, et l'expulsion de tout ce qui n'est pas bon pour nous. Et l'une des particularités de notre système digestif, c'est qu'à tous les étages, de la bouche jusqu'au côlon, il est colonisé par des milliards de bactéries. À tous les étages, nous avons des bactéries qui sont là pour aider notre système digestif à faire ce travail de désintégration des aliments. Donc elles ont vraiment aussi un rôle clé. Ces bactéries, elles ont été identifiées il y a maintenant, elles ont vraiment pris de l'importance, ont été étudiées par les scientifiques au début des années 80. Où ils se sont aperçus qu'à chaque étage de notre système digestif, nous avions certains types de bactéries. Donc nous avons certains types de bactéries dans l'estomac, d'autres dans l'intestin grêle, d'autres dans le côlon. Nous avons plus de 10 puissance 14 bactéries dans notre système, rien que dans notre système digestif, avec au moins, si ce n'est pas plus aujourd'hui, 500 espèces différentes. Incroyable, plus que de cellules. Alors j'allais y venir, c'est-à-dire que les scientifiques aujourd'hui
disent que nous avons plus dans notre corps de micro-organismes tout confondus, bactéries, virus, parasites, champignons, que de cellules qui constituent notre corps. Et alors moi, ma question, c'était de me dire, mais qui pilote à bord? Qui vit chez qui? Qui vit chez qui? Est-ce que ce sont tous ces micro-organismes qui ont leur propre fonction parce qu'ils se divisent, ils nourrissent, enfin, ils meurent, ils se recréent, etc. Ils sont plus nombreux que les cellules qui composent mon corps. Alors moi, ma pensée, mais qui pilote? Donc pour que le pilotage de toutes ces fonctions et de tout l'écosystème que nous représentons, c'est de trouver un équilibre entre les cellules qui me constituent et tous les micro-organismes que j'héberge. Donc ça, c'est le premier équilibre. Mais le deuxième, c'est trouver l'équilibre entre ces micro-organismes qui sont bénéfiques pour notre corps et qui nous aident dans notre fonctionnement et qui nous aident à digérer, et les micro-organismes ou les bactéries, ce que j'appelle les nuisibles, qui sont aussi présents dans notre corps. Et l'idéal, c'est d'avoir un bon équilibre entre les deux. Donc lorsque les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries sont en équilibre, et avec nos cellules, donc tout le monde cohabite, on va dire. Donc tout se passe bien, chacun a sa place, et chacun vit sa petite vie, et tout marche bien. Et bien parfois, en fonction de différents facteurs dont on va voir tout à l'heure, eh bien ces nuisibles vont prendre le dessus sur les bactéries bénéfiques pour le corps. Et c'est là où les problèmes de santé vont commencer à arriver. Oui. Parce qu'ils vont se développer en abondance. Évidemment, elles véhiculent une information qui n'est pas positive pour nous, et elles vont commencer à perturber l'ensemble de nos fonctions, aussi bien physiques, et nous allons le voir, qu'émotionnelles et mentales. Donc, veiller à cet équilibre intérieur, moi j'appelle ça l'écologie intérieure, c'est primordial. Et ça passe par de nombreux facteurs. On va les reprendre dans un instant les uns après les autres. Alors, Là, tu viens de nous parler de toute la physiologie et le fonctionnement du système digestif qui démarre vraiment de la bouche jusqu'à l'anus, et tu nous parles du microbiote et l'importance du microbiote. En quoi est-ce que les intestins, ce que tu viens de nous dire, en font finalement un organe clé du système digestif? Dans les années, en 1998, il y a un scientifique, Berg, un Américain, qui a écrit « La translocation bactérienne à partir de l'intestin pourrait être le premier événement lors de nombreux processus pathologiques ». Donc il avait commencé à percevoir que lorsqu'il y a une perturbation de l'intestin dans sa structure et que nous avions des bactéries qui traversaient la barrière intestinale, c'était pas normal, et que c'était l'une des causes ou l'un des inducteurs de certains nombres de pathologies chez l'humain. Un peu plus tard, en 1989, on a le docteur Sen, qui est un homéopathe suisse, avait écrit « L'expérimentation animale et clinique permet d'affirmer que la toxie infectieuse intestinale décide de notre destin morphologique, sinon psychosomatique, grâce ou à cause des toxines bactériennes. Donc il était en train de nous dire, cet homéopathe suisse, que les bactéries non seulement influencent notre physiologie, mais vont avoir des répercussions psychosomatiques, donc sur nos émotions et donc sur notre comportement et notre mental. Donc ils étaient vraiment très en avance. Et depuis 1988-89, énormément de scientifiques se sont mis à étudier cette flore intestinale pour voir quelles étaient les conséquences lorsqu'elle commençait à être en déséquilibre. Donc il y a un certain nombre de facteurs qui vont participer au déséquilibre de cette flore intestinale. Nous avons tout d'abord des influences extérieures. Donc évidemment, nous savons tous que notre alimentation est primordiale, et surtout la qualité de notre alimentation. La qualité, vous savez qu'aujourd'hui, malheureusement, dans notre alimentation transformée, nous avons pléthore de colorants, des exhausteurs de goût, des conservateurs, voilà. Il y a tout un ensemble de substances chimiques qui sont rajoutées à notre alimentation, que nous absorbons. Alors, je dirais qu'il y a quelques années, au début, lorsque le corps en recevait un peu, il était capable de les gérer, de les éliminer, etc. Sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu notre quotidien. Nous sommes submergés de substances toxiques. Alors, je parle de celles que nous absorbons par l'alimentation, mais il y a aussi les substances toxiques que nous respirons ou que nous pouvons même
mettre sur notre peau. Et tout ceci pénètre dans les cellules et ces substances chimiques, elles vont perturber le fonctionnement cellulaire. Donc la première chose, c'est attention à notre alimentation et revenir sur une alimentation on va dire de qualité, saine, vivante, etc. C'est ce que prône le naturopathe. Ensuite, il y a les médicaments. Les médicaments, ce sont aussi des substances chimiques. Alors, les médicaments, c'est indispensable dans certains cas. Ils vont guérir ce pourquoi nous les prenons, mais à l'inverse, tout médicament, ce sont des substances chimiques, donc elles vont perturber d'autres fonctions de notre corps. Donc c'est pareil, il faut trouver l'équilibre entre tout ça. Et il est avéré aujourd'hui que lorsque nous prenons des médicaments sur une période prolongée de temps, nous allons avoir une perturbation de notre flore intestinale. Et donc l'équilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries est perturbé. Et une fois que vous avez fini votre traitement antibiotique, certes vous êtes guéri, vous n'avez plus d'angine ou de problèmes pulmonaires, mais bien souvent nous observons un déséquilibre de la flore et ça se traduit par des gènes et des troubles intestinaux. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les facteurs psychologiques et donc nos émotions, nos pensées. Si je subis du stress en permanence, si je suis envahi de peur, si je suis triste en permanence, évidemment que ça a une répercussion sur notre physiologie. Alors, si je suis terrorisée ou si je suis prise dans des émotions de tristesse, suivant les personnes, je vais compenser, je vais manger davantage. D'autres, elles vont manger beaucoup moins. Et puis, en général, dans ces états-là, on se fait plaisir, on mange pas forcément les choses qui conviendraient le mieux à nos cellules. Ça fait du bien à nos émotions, à notre mental, mais pas forcément à notre système digestif. Donc il y a tous les états de maladie et nous verrons l'importance du système digestif pour ces états de maladie. Et puis il y a l'âge. Évidemment, avec l'âge, le fonctionnement cellulaire se transforme. Alors tout dépend de notre hygiène de vie. C'est pareil, si vous êtes dynamique, rappelez-vous l'énergie, c'est mouvement. Donc si nous gardons une activité, nous mettons nos cellules dans un état vibratoire qui fait qu'elles ont un bon fonctionnement. Mais si avec l'âge, vous commencez à arrêter de vous bouger, arrêter de mettre du mouvement dans votre vie, dans vos cellules, dans votre corps, évidemment que ça va influencer notre état cellulaire et l'état de nos cellules digestives. Il faut savoir aujourd'hui qu'à peu près 70% de la population souffre de troubles digestifs mineurs. 70%, c'est énorme, énorme. Qu'est-ce qu'un trouble digestif mineur ? Vous allez voir, je mettrai ma main coupée, la majorité d'entre nous ou d'entre vous en a. Les troubles digestifs mineurs, ils portent ce nom parce qu'ils n'intéressent pas la médecine. Vous allez dire au médecin, oh, j'ai des ballonnements intestinaux, je souffre de constipation, de diarrhée ou de gaz. Il dit, bon, c'est pas grave, ça va passer. En fait, ça ne les intéresse pas parce qu'ils ne sont pas nettement avérés. Ce sont des gènes plus ou moins douloureuses. On peut avoir des spasmes ou des crampes ou une mauvaise haleine ou une fatigue. Mais ce n'est pas des symptômes tels que traite la médecine. Donc ces gènes, ce sont des troubles mineurs digestifs. Et puis on vit avec et on finit par s'y habituer. Ça fait partie de notre quotidien. Mais en prenant attention, en faisant attention à ce que nous mangeons, il y a moyen de modifier ces symptômes-là. Parce qu'évidemment, ils sont mineurs, on n'en souffre pas, mais quand c'est une gêne qui revient au quotidien, au bout d'un moment, ça peut devenir gênant et je dirais même fatigant, et puis agir sur notre humeur. Vous savez bien que lorsqu'on souffre de constipation, chez les femmes, on est de mauvaise humeur. Ça change notre comportement et on va voir tout à l'heure pourquoi. Donc, ce déséquilibre de la flore intestinale, on s'est aperçu qu'il avait des répercussions sur de nombreuses parties, de nombreux organes de notre corps. Ça peut agir sur la peau. Par exemple, le psoriasis, l'eczéma, les dermatites peuvent avoir une origine d'un dysfonctionnement intestinal. Donc on vient de voir l'humeur, les changements d'humeur, les changements de comportement, le stress, les angoisses, ou des états de tristesse ou de mélancolie peuvent être générés par notre flore intestinale qui est perturbée. On va avoir des troubles du métabolisme, en particulier des troubles d'assimilation avec le foie ou la vésicule biliaire. Mais également diminution de notre immunité. Rappelez-vous, le système digestif, il a son propre système immunitaire et c'est notre premier système de défense. C'est le premier qui va tirer la sonnette d'alarme avant que le système immunitaire général ne se mette en mouvement.
Donc on va avoir, quand on a une diminution de l'immunité, on va avoir on va dire une fragilité, ça peut être de la sphère ORL, de la sphère pulmonaire, à faire des rhumes à répétition, des angines à répétition, mais ça peut être aussi au niveau génital, avoir des inflammations ou des infections à répétition. Et puis, lorsque vraiment ce système digestif, lorsque cette flore elle est vraiment, vraiment perturbée, on va avoir une altération de la barrière intestinale. Et on va avoir des colites, des colopathies ou des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et lorsqu'on a cette inflammation qui apparaît, ça va être difficile de l'enrayer. Et puis, nous allons le voir, ce système digestif, et surtout le système intestinal, ces dernières années, ça a été un grand boom, a été appelé le deuxième cerveau. Pourquoi ? Parce que justement, comme il a son propre système nerveux, qui est très riche en sérotonine, et que ce système nerveux, donc localisé au niveau de l'intestin, rappelez-vous, au niveau abdominal, c'est quand même un des endroits où on stocke nos émotions. Et donc, lorsqu'on stocke les émotions, elles s'engramment, elles s'enquistent dans notre abdomen, elles vont donner une information à ce système nerveux local, qui lui va envoyer une information au cerveau, au système nerveux central, et en réponse, il va dire bon, dépression, stress aigu, peut-être schizophrénie, autisme, enfin. Et du coup, on a une communication importante entre ce système digestif et le système nerveux central. Et donc, il a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années et sa dénomination deuxième cerveau, parce qu'il a un rôle extrêmement important. Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, j'avais été enseignée par un maître chinois, maître Tsai, et ils ont un exercice à la chinoise, parce qu'ils sont très persévérants. Il nous avait fait faire un exercice de massage du ventre, parce qu'au niveau du ventre, pour lui, on stocke absolument toutes nos émotions. Elles s'enquistent ici, et lorsqu'on peut palper le ventre, on peut voir des zones qui sont plus dures, etc. Parce qu'il y a une empreinte émotionnelle qui est là. Et donc, en effectuant un massage du ventre, petit à petit, on va dénouer ceci de façon à libérer de l'énergie et remettre tout en circulation. Donc, si je reviens sur le fonctionnement de cette dysbiose, lorsqu'on dit une dysbiose, c'est-à-dire que toutes les populations de bactéries qui colonisent notre tube digestif, et en particulier nos intestins, sont en déséquilibre. Donc, vous l'avez compris, lorsqu'il y a un déséquilibre, les bactéries nocives, nuisibles pour nous, ont pris le dessus sur les bonnes bactéries. Qu'est-ce qu'elles font ? Elles vont venir embêter nos cellules intestinales, leur faire la misère, et nos cellules intestinales vont commencer à fonctionner beaucoup moins bien, voire même à changer de structure et de forme. Et ce qui caractérise la barrière intestinale, c'est que les cellules sont juste à côté les unes des autres. Elles forment une barrière, vous savez, comme des briques que l'on met les unes à côté des autres. Et puis, il y a le système immunitaire local, il va dire « Hop, qu'est-ce qui est à l'entrée ? Oui, bénéfique, vous avez le droit de rentrer. Nuisible, non, vous rentrez pas. » C'est le leader, quoi. Oui, c'est ça, il trie. Qui a le droit de rentrer ou pas. Sauf que lorsque les nuisibles ont pris le dessus, ils vont fabriquer des substances qui sont nocives, qui vont détériorer les cellules de la barrière intestinale. Et si bien, au lieu de former un mur avec des briques très serrées, il va y avoir des fenêtres ou des portes. Et à l'entrée de ces portes ou de ces fenêtres, il n'y a pas de gardien. Donc les substances nocives vont pénétrer à l'intérieur et ça va enclencher. Donc lorsqu'il y a ces portes et ces fenêtres qui s'ouvrent au niveau de la barrière intestinale, nous appelons ça une hyperperméabilité intestinale, c'est-à-dire une porosité intestinale. Donc les nuisibles, les substances nocives pénètrent dans la circulation, mais le système immunitaire local va être débordé. Donc non seulement il y a porosité, tout le monde va vouloir rentrer, et en plus de ça, il va y avoir une inflammation locale qui va se mettre en place. Donc, vous voyez, ça fait un cercle un peu vicieux. Dysbiose, déséquilibre des bactéries, qui modifie la barrière intestinale qui devient poreuse. Donc, tout le monde rentre et ça crée une inflammation locale. Et ensuite, toutes ces substances nocives vont venir envahir et stimuler notre système immunitaire et créer des dégâts. Et donc, sur les autres organes du corps, et selon notre fragilité, eh bien, ça va atteindre la peau, les poumons, la sphère ORL, etc. Ça va être propre à chacun. Mais les scientifiques se sont aperçus ces dernières années qu'une grande partie des pathologies serait induite par un dysfonctionnement de la flore et par
une ou plusieurs espèces bactériennes localisées dans notre intestin. Donc, l'étude de cet organe prend de plus en plus d'ampleur. Et il semblerait aujourd'hui, en tout cas l'hypothèse actuelle en sciences et en médecine, c'est que l'origine de la majorité des pathologies est dans notre intestin. D'où l'importance de maintenir l'intégrité de notre système digestif et en particulier de notre système intestinal. Maintenir à l'équilibre, comme tu nous le disais. Oui. Donc là, bon, on a bien compris la dysbiose et toutes les conséquences qu'il peut y avoir. Tu nous as expliqué de passer de ce milieu externe à l'intérieur du digestif au milieu interne, dans le sang, dans le corps. Une fois qu'on est en dysbiose, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour rééquilibrer cette dysbiose installée ? Alors, il y a différentes étapes à respecter. Alors, depuis ces dernières années, alors, je reviens sur les différentes étapes. Idéalement, c'est d'assainir le tube digestif, c'est-à-dire de faire un nettoyage de ce tube digestif. Il existe différentes façons. Alors, c'est déjà de faire attention à la qualité de l'alimentation que nous ingérons, c'est boire en quantité suffisante avec de l'eau d'une certaine qualité. Ensuite, c'est de fournir tout, on va dire, les substances qui sont nécessaires au bon fonctionnement des cellules de l'intestin, donc en particulier de la glutamine, mais aussi ces dernières années sont arrivées à notre portée des probiotiques, des prébiotiques et des symbiotiques. Alors qu'est-ce que c'est ? Je vous ai expliqué que dans notre intestin, nous avons des bactéries avec des bonnes bactéries, des mauvaises bactéries. Les probiotiques, en quelque sorte, ce sont des bonnes bactéries que nous allons ingérer pour essayer de rééquilibrer notre flore intestinale. Alors, le concept de probiotique date des années 2001 à peu près, et il porte une définition qui a été établie par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, à savoir qu'un probiotique, c'est un micro-organisme vivant qui, lorsqu'ils sont consommés en quantité adéquate, vont conférer la santé à l'hôte. Donc c'est l'équivalent de bactéries bénéfiques. Alors, les scientifiques ont travaillé, je vous l'ai dit, ils ont identifié plus de 500 espèces différentes. Et parmi les bonnes bactéries, on retrouve la famille des bifidobactéries, vous connaissez certainement, qui n'a pas entendu parler du bifidus ou des bifidobactéries, ça va vous rappeler certainement quelques yaourts. Donc c'est une très grande famille dans laquelle on a des sous-espèces avec le bifidolongum, bifidolactis, bifidoanimalis. Ensuite, on a les lactobacilles, une grande famille aussi. Et puis, on a aussi des levures, comme le Saccharomyces boulardii qui sert à faire le pain, ou Saccharomyces cerevisiae qui sert à faire la bière. Mais ce sont des bactéries, des levures qui sont bénéfiques pour nous. Donc ce sont des probiotiques. Et il y a quelques années, on s'est dit, lorsqu'il y a dysbiose, eh bien, on va donner au corps des bonnes bactéries en quantité suffisante pour qu'elles prennent le dessus sur les nuisibles, de façon à retrouver cet équilibre intérieur. Donc ces probiotiques sont utilisés maintenant depuis des décennies et ça représente effectivement un très très gros marché. Ils n'ont pas d'effet indésirable particulier. Simplement, alors au début, lorsqu'elles ont été recommandées, c'était en quantité suffisante et puis famille par famille. Et puis au fil des années, on s'est aperçu qu'il en fallait vraiment de grandes quantités, qu'il était possible de mélanger différentes sortes de probiotiques pour pouvoir régénérer notre flore intestinale. Et ensuite, les scientifiques se sont dit, mais si on met nos probiotiques comme ça, même en quantité importante, lorsqu'ils vont arriver dans l'estomac avec un pH très acide, ils vont être détruits. Donc, il est important de les encapsuler pour qu'ils viennent bien jusqu'au niveau de l'intestin pour que, effectivement, ça puisse recoloniser l'intestin. Donc, les probiotiques, c'est une des premières choses à faire, mais j'ai mis un peu de réserve parce qu'on ne donne pas à quelqu'un des probiotiques lorsque il y a une hyperperméabilité intestinale. À mon sens, la première chose à faire, c'est de redonner son intégrité à la barrière, donc de lui donner les bons nutriments pour qu'elle puisse se reconstituer. Alors, un des carburants clés, c'est la glutamine.
Mais bon, vous savez, en sciences et en médecine, ce qui est valable aujourd'hui n'est plus valable demain. Donc, on pensait au début que la glutamine et les probiotiques, c'était super et il fallait en prendre. Aujourd'hui, on commence à être un peu plus modéré. Les probiotiques, on ne les donne plus sur sur un intestin qui est poreux. On va se dire d'abord, on rétablit la fonctionnalité des cellules intestinales avant de pouvoir régénérer la flore. Donc ces probiotiques, vous avez vu, il y a plein de familles différentes et on s'est aperçu que chaque famille avait un rôle bien particulier. Vous avez des probiotiques qui sont spécialisés sur toutes les fonctions digestives, donc en particulier sur la régulation des troubles digestifs mineurs dont on parlait tout à l'heure. Vous en avez d'autres qui vont réguler, faire diminuer l'inflammation intestinale. Et puis, comme les intestins, lorsqu'ils sont en dysbiose, ont des répercussions sur tous les organes, et bien vous avez certaines familles de probiotiques qui vont avoir une fonction élective sur le système immunitaire. Vous en avez d'autres qui vont avoir une fonction élective sur le système respiratoire, sur le système génital urinaire, sur le système métabolique comme le diabète ou le cholestérol. Donc, la science avançant, on s'aperçoit que des familles de bactéries, lorsqu'elles sont ingérées en quantité suffisante, vont aussi aider le corps à rétablir un dysfonctionnement sur un organe donné. Sauf que les probiotiques, ce sont des bactéries. Et les bactéries, elles se nourrissent, elles se divisent et elles ont besoin de manger. Donc si on veut qu'elles se multiplient, il faut leur donner à manger. Donc ensuite sont apparus les prébiotiques. Et les prébiotiques, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est le composant alimentaire qui va nourrir les bactéries, qui va leur permettre de se multiplier et de prendre l'espace qu'elles doivent dans l'intestin. Alors les prébiotiques, c'est un nom un peu savant, mais vous connaissez tous, puisqu'on en trouve par exemple dans la betterave. C'est ce qu'on appelle l'inuline. Après, ça porte des noms un peu plus savants. Ce sont les fructo-oligosaccharides, ce sont les galacto-oligosaccharides. En fait, ce sont des sucres, mais des sucres naturels, et qui vont aider les bactéries à se multiplier. Donc ces prébiotiques sont importants pour pouvoir permettre à ces bactéries de se développer dans l'intestin. À l'inverse des probiotiques, les prébiotiques, ils peuvent avoir des effets indésirables. Donc ils sont à prendre avec précaution. Autant les probiotiques, on peut les prendre en quantité et mélanger différentes espèces, autant les prébiotiques, il faut faire attention. Alors, sur le marché, on trouve les probiotiques d'un côté, les prébiotiques de l'autre. En général, il est recommandé de prendre des probiotiques et de prendre les prébiotiques dans notre alimentation. Mais bon, ça dépend. Et puis, on trouve aussi sur le marché, dans des gélules, les prébiotiques et les probiotiques, parce qu'on s'est aperçu que certaines bactéries préféraient certains prébiotiques que d'autres. Elles sont un peu comme nous, il y a des choses qu'elles préfèrent manger plutôt que d'autres. Donc, le rôle de ces probiotiques, on a vu, c'est la régénération de la flore intestinale. Donc, de ce fait, elles participent à notre bien-être général, puisque dans la mesure où notre barrière intestinale est OK, que le système immunitaire local est fonctionnel, que le système nerveux local est fonctionnel, eh bien, nous allons ingérer les bonnes substances pour nous nourrir. Donc, c'est primordial. Donc là, une des clés de notre bonne santé et de notre bien-être passe par notre intestin. Donc c'est vraiment clé. Et ensuite, il va nous aider au niveau métabolique. Ce système digestif en bonne santé, avoir un bon métabolisme, ça va réguler notre appétit et puis ça va réguler le bon fonctionnement des lipides, des glucides, des minéraux, etc. Donc ça nous aide dans le management, j'aime pas trop ce mot, mais dans la gestion. Voilà, merci, dans la gestion des maladies en général. Donc lorsque vous mettez ensemble un probiotique des bonnes bactéries avec un prébiotique, les aliments des bonnes bactéries, vous avez ce que l'on appelle un symbiotique. Alors c'est un concept qui n'a pas trop pris, on n'en a jamais trop vraiment entendu parler, mais c'est ce que l'on trouve régulièrement et que l'on peut prendre, c'est cette association des deux pour pouvoir vraiment améliorer notre santé en fait. Vous voyez à quel point la constitution de cette flore intestinale est primordiale à notre santé. Malheureusement, l'environnement dans lequel nous vivons, où nous sommes envahis de substances chimiques et polluées, fait qu'elle est très très vite perturbée et je dirais même qu'elle est de plus en plus fragilisée. Donc ça devient délicat. Alors,
de ce fait, je pense que dans notre façon de vivre, dans notre quotidien, faire attention à ce que nous absorbons par l'alimentation, ce que nous buvons, l'air que nous respirons, c'est clé. Mais autant à l'époque de nos grands-parents, ils faisaient des jeûnes une fois par trimestre ou pour on va dire, nettoyer le corps. Nous sommes tellement maintenant submergés par la toxicité environnementale oui. que la détoxination de notre corps devrait faire partie de notre quotidien. Oui, comme une hygiène, dans notre hygiène de vie. Tout à fait. Introduire ça dans notre quotidien, oui. notre hygiène de vie. Oui. Ouais, oui. Ou alors nous faisons très attention à tout ce qui nous entoure, l'environnement et tout ce que nous absorbons. Oui. Ou si nous sommes rattrapés par l'environnement, parce que ce n'est pas toujours évident là où nous habitons de trouver l'alimentation qui nous convient bien ou l'eau qui nous convient bien, mais c'est d'introduire dans notre hygiène de vie différentes façons de détoxifier notre corps. Oui, oui. Des parenthèses... Des parenthèses à intégrer de nettoyage oui. corporel. Alors, si je résume, pour rééquilibrer notre écosystème intestinal, je dirais assainir la flore intestinale. Donc, faire attention à ce que nous mangeons avec une alimentation équilibrée et diversifiée. Éviter le plus possible les aliments transformés. Éviter les sucres, parce que vous savez que les sucres, c'est comme une drogue. Plus on en mange, plus on en a envie. Et les sucres participent grandement à la perturbation de cette flore, parce qu'il y a une petite population de bactéries appelées les bactéries glucolytiques qui ne se nourrissent que de sucre. Donc, lorsque vous mangez du sucre, si vous ne faites pas attention, vous allez devenir addict, drogué du sucre, et vous en mangez. Donc, les bactéries glucolytiques vont se développer. Et puis, quand elles ont faim, là, ça va monter directement au cerveau. Et alors là, vous dévaliserez tous les placards ouais. pour trouver du sucre. Oui. Parce que ça vous dépasse. C'est incontrôlable. Mais ce n'est pas vous. Ce sont vos bactéries intestinales qui réclament du sucre. Elles disent, non, j'ai faim, là, il faut faire quelque chose. Mais elles ont pris le contrôle sur vous. Donc vous savez, au début, je disais, mais qui pilote à bord ? Là, pour le coup, lorsqu'il y a une explosion de ces bactéries glucolytiques, c'est elles qui prennent le dessus sur nous. Et jusqu'à notre système nerveux, nous dire, là j'ai faim, il faut que tu fasses quelque chose. Et là, vous allez vous agiter comme un poisson rouge dans son bocal, il faut absolument que je trouve du sucre. Tu peux nous citer peut-être une bactérie un peu connue qui va gérer un peu notre cerveau avec ses envies de sucre? La plus connue, c'est le Candida albicans. Ouais, et la candidose. Et la candidose. Ouais. Et je pense que c'est un peu comme les troubles mineurs digestifs. Je pense que plus de 50% de la population, voire plus, a un candida. Ça, et alors, tant qu'il est en équilibre, c'est pareil, il fait partie de nous, donc il est en équilibre avec nos bactéries bénéfiques. Nous gérons. Mais lorsque la candidose s'installe, ça va vraiment demander une hygiène de vie sur des mois et des mois pour pouvoir enrayer cette candidose. Donc, c'est pas rien. Donc, vaut mieux prévenir qu'avoir à guérir. C'est toujours pareil. Et ensuite, on peut introduire ou réintroduire dans notre alimentation les épices, par exemple, ou le gingembre, ou le fenouil, ou le clou de girofle, qui vont aider à assainir notre flore intestinale. Vous voyez, dans les pays asiatiques, par exemple, toute l'alimentation repose sur l'utilisation de ces épices, parce que certaines épices sont antibactériennes, anti-infectieuses. Donc c'est important. Une fois que la flore intestinale est assainie, on va chercher à l'optimiser. Donc un des facteurs d'optimisation, ça va être soit la glutamine, soit les probiotiques, soit les prébiotiques. Et une fois que cette flore et que la barrière intestinale est restaurée, que la flore est rééquilibrée, c'est de la maintenir. Donc ça peut être aussi des enzymes. Alors le maintien, ça va faire aussi partie d'un équilibre général. Et l'équilibre général, ça va passer aussi, outre l'alimentation et ce que nous buvons, par l'équilibre émotionnel et l'équilibre psychologique ou comportemental. Oui. Là, tu viens nous parler des intestins et du microbiote dans la physiologie, dans la matière, presque, si je peux dire. Qu'est-ce qui peut se cacher? Tu nous as parlé de l'importance des émotions derrière. Est-ce que tu peux nous parler du symbolisme ou des émotions qui peuvent se cacher derrière les intestins? Oui. Alors, l'intestin, si je reprends depuis le début, la fonction du système digestif,
j'absorbe des aliments qui viennent pour me nourrir, ils sont broyés dans l'estomac, ils sont triés dans l'intestin grêle, ce qui est bon pour moi je le prends, ce qui n'est pas bon je le laisse, et ils sont évacués par le côlon et le rectum. Vous transposez ceci au niveau de vos émotions et de vos pensées. J'ai des émotions, des pensées, je vais les analyser, les tourner dans tous les sens, c'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi. Et si elles sont bonnes pour moi, que ça me nourrit, ça me met en joie et ça me met en dynamique, je vais les garder. Et puis, si c'est pas bon pour moi, je vais les évacuer. C'est-à-dire que nos événements de vie, nous avons tous des événements de vie émotionnellement difficiles que nous intégrons ou pas. Et lorsque on regarde le système digestif et en particulier l'intestin grêle différemment, donc l'intestin grêle, il va trier nos expériences de vie. Est-ce que j'ai intégré cette leçon de vie? Est-ce que j'ai assimilé cette expérience ou pas? Si j'ai du mal à l'assimiler, alors déjà du mal à la digérer. Combien de fois vous entendez des gens « ah, j'arrive pas à digérer, il y a ça m'est resté coincé en travers de la gorge ». Ce sont des événements de vie où la personne, ça passe pas, ça reste coincé au niveau de la gorge, ou ça reste sur l'estomac, ça fait comme un poids sur l'estomac parce que j'arrive pas à digérer ça, c'était trop violent pour moi. Ensuite, au niveau de l'intestin, est-ce que j'ai bien intégré cet événement de vie? Et tout trouble intestinal pourrait être assimilé à des événements de vie que l'on pense avoir intégrés et qui en fait sont restés coincés. Donc vous pouvez avoir des troubles intestinaux comme ceux que j'ai cités tout à l'heure. Et en fait le gros intestin, lui, une fois que l'intestin grêle a accepté, digéré ces événements de vie, tout ce dont il n'a pas besoin, hop, c'est envoyé au gros intestin, qui lui va éliminer toutes les émotions négatives, toutes les pensées négatives pour se débarrasser de tout ce dont nous n'avons plus besoin. Donc lui, c'est de clôturer la situation. Voilà, j'ai intégré cette émotion, cet événement de vie, ça m'a transformé, ça m'a permis de passer un cap. Le reste, j'en ai plus besoin, je l'élimine et je continue à avancer dans ma vie. Ça veut dire que quand vous avez un problème au niveau du tube digestif, c'est aussi en lien avec ce que vous avez vécu dans votre vie. Quels sont les événements de vie que vous n'avez pas digérés, qui sont restés coincés, que vous n'arrivez pas à absorber, que vous n'arrivez pas à intégrer, que vous n'arrivez pas à dépasser. Donc je dirais par exemple, pour l'intestin grêle, on a vu, c'est j'intègre les événements de vie. Le gros intestin, c'est je m'en sépare. J'ai compris ma leçon de vie, les expériences, je les élimine. Donc vous voyez, il y a associé à chaque dysfonctionnement de chaque partie du tube digestif sont associés des comportements psycho-émotionnels. Si on a un problème, c'est qu'on ne les a pas digérés, quoi. Donc, s'occuper de son corps physique, c'est bien, mais aller chercher sur quelle émotion on est resté coincé, sur quel événement de vie je suis resté coincé. Parce que nous avons un corps physique, un corps émotionnel, un corps mental, un corps énergétique. Ils sont tous intriqués et lorsque le corps physique parle, c'est qu'avant, il y a eu des signaux dont on n'a pas forcément tenu compte. Donc le corps dit, bon, ça, il y a ce problème-là, tu n'as pas voulu le voir. Bon, ben maintenant, je le mets dans la matière, là. Tu as mal à l'estomac. Qu'est-ce que tu en fais de ton mal à l'estomac? Tu vas aller voir de quoi il s'agit? Et si tu ne vas pas voir, ça va s'intensifier en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Sur quoi je suis restée coincée? Donc, il y a toute la symbolique du système digestif associée à notre tube digestif. Mais on pourrait regarder les choses aussi différemment, si s'intéresser à la symbolique des troubles qui nous affectent. Par exemple, quelqu'un qui souffre de constipation, typiquement c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se débarrasser des vieilleries du passé. Il est bloqué sur quelque chose et il s'accroche à quelque chose, alors c'est peut-être la peur de l'inconnu, et il ne veut pas lâcher ça parce que c'est son repère. Et il aurait peut-être nécessité à, ok, la vie continue, c'est toujours en mouvement, je lâche, je laisse partir, ça va me donner de l'énergie pour continuer à avancer. Parce que quand une constipation, rappelez-vous, c'est de l'énergie qui est bloquée, dont on ne dispose pas pour pouvoir la mobiliser pour avancer dans notre vie. Si je prends par exemple quelqu'un qui souffre de diarrhée, en général c'est lié à un sentiment d'insécurité. Tu connais, tu as peut-être été en voyage et dans certains pays, tout d'un coup on arrive dans le pays, pendant quelques jours on souffre de diarrhée. Mais émotionnellement, ça peut être lié soit à l'inconnu, soit aux peurs, la peur d'être dans un environnement qui n'est pas familier, qui peut être parfois terrorisant,
Ça peut être aussi la peur d'être rejeté. Lorsque quelqu'un va souffrir de gaz, par exemple, ça peut être lié au fait d'être indésirable, de ne pas être en accord avec soi ou d'être dans une frustration affective. Donc, tu vois, chaque trouble digestif est associé aussi à une émotion et donc à un événement de vie, à une façon de se comporter. Donc, quand on met la lumière, ou qu'on porte notre attention, qu'on met de la conscience sur notre trouble physique, physiologique, mais ne restons pas là. Allons voir qu'est-ce qui se passe au niveau psycho-émotionnel, avec quoi c'est en lien. Parce que l'origine n'est pas toujours dans la physiologie. La racine de nos maux, à mon sens, elle est ailleurs. Elle est au niveau psycho-émotionnel. Il y a des événements de vie que nous en avons tous, c'est le propre de la vie. Ce sont nos événements. La vie va nous proposer une expérience. Bon, tiens, qu'est-ce que tu fais à faire avec ça ? Alors, tu vas aller chercher des ressources à l'intérieur de toi pour mobiliser de l'énergie, pour dépasser ou contourner, ou tu restes figé, bloqué. Du coup, quand on est figé, bloqué, l'énergie ne circule plus, elle se dépose dans le corps, elle se cristallise, elle se fige, et du coup, la maladie apparaît. Et en particulier sur notre système digestif. Donc, ce qui est important à garder en mémoire, c'est que ce système digestif, c'est quand même une clé importante, parce que nos émotions sont là, et ce système digestif, avec sa particularité, il a son propre système immunitaire et son propre système nerveux, qui est directement en lien avec notre cerveau. Et les scientifiques ont mis en évidence que nous avons plus de signaux qui vont de l'abdomen, du système digestif vers le cerveau, que d'informations qui passent du cerveau vers le système digestif. Ça monte plus que ça ne descend. Oui, c'est exactement ça. Donc, c'est important de maintenir cette hygiène au niveau digestif, de gérer nos émotions. Et c'est pour ça aussi qu'il s'appelle le deuxième cerveau, parce qu'on s'est aperçu au fil des années que l'information qui était véhiculée vers le cerveau était beaucoup plus importante que l'inverse. Donc, aujourd'hui, les scientifiques s'intéressent énormément aux voies de communication entre l'intestin et notre cerveau. Parce que notre système digestif donc, a ce système immunitaire, il a ce système nerveux qui est très riche en sérotonine. Et la sérotonine, c'est un des neurotransmetteurs qui va drôlement influencer notre comportement. Donc vous voyez, tout est lié. Mais ce système digestif, avec toutes les bactéries qui l'hébergent, et sachez que les bactéries, ce sont des êtres vivants, donc elles véhiculent aussi de l'énergie et aussi de l'information, et elles peuvent fortement nous influencer. Formidable. Merci infiniment, Florence, pour ce dossier, pour nous avoir expliqué le pourquoi et le comment, parce que bien manger, je pense qu'on l'a tous en tête de l'importance de bien manger, mais y mettre du sens derrière et comprendre l'impact que ça a sur la physiologie, et c'est primordial pour vraiment le mettre en place en conscience. Donc, tu nous as bien réexpliqué les liens et dans la physiologie, et dans la matière, et au niveau des émotions. Donc, c'était un formidable dossier. Je suis convaincue que nos abonnés ont passé un aussi agréable moment que moi à t'écouter. Et on sera ravis de t'accueillir sur un prochain dossier pour aborder encore plein de nouveaux dossiers. Merci beaucoup à toi pour ce moment, pour ce partage. Merci de m'avoir reçu. Avec plaisir, et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.